Pour tourner à gauche à l'intersection, je prends la trajectoire A, B, donc là, vous voyez, vous avez un terre-plein central en forme de triangle. En règle générale, quand vous avez un terre-plein central de cette forme-là, quand vous voulez aller à gauche, il faudra vous placer dans la voie de gauche, et si vous voulez aller à droite, il faudra vous placer dans la voie de droite. Si ils veulent que vous contourniez le terre-plein central par la droite, vous aurez ce panneau-là. Là, il n'y a pas, donc c'est à gauche, donc c'est la voie A. Mais attention, quand vous allez avancer comme ça, il faudra laisser passer la priorité à droite. Donc s'il y a une voiture qui arrive de là, vous la laissez passer, et après, on avance jusqu'à la bande de stop pour laisser passer à gauche et à droite. Donc c'était bien la réponse A. Le piéton aurait dû passer en premier parce qu'il bénéficiait de la priorité de passage. Vraie réponse A, faux réponse B. On a pu voir que depuis le début de la vidéo, le feu est vert. Donc, si le feu pour les voitures est vert, le pictogramme, donc le petit bonhomme pour les piétons, lui sera rouge. Donc, ce piéton-là, normalement, a le feu rouge. Donc, il n'est pas prioritaire. C'est pour ça que les voitures ne l'ont pas laissé passer. Évidemment, elles se sont méfiées, voir s'il n'allait pas traverser la route pour ne pas l'écraser non plus. Mais c'était à lui d'attendre. Donc, c'était réponse B. Pour faciliter le passage aux forces de l'ordre, je dois me décaler sur la bande d'arrêt d'urgence. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, on peut voir dans le rétroviseur qu'il y a les motards de la gendarmerie qui sont en intervention. Ils ont le gyrophare allumé. On a entendu aussi la sirène qui leur donne la priorité de passage parce qu'ils sont en intervention. Mais il y a deux voies. Donc, il y a deux voies ici et il y a deux voies là. Ils sont sur la voie de gauche, donc ils vont continuer sur la voie de gauche. Ce qui fait que moi, je ne vais pas les déranger du tout. Je peux rester dans ma voie droite. Je n'ai pas à rouler sur la bande d'arrêt d'urgence parce que ça ne se justifie pas. C'était réponse B. Je veux tourner à gauche à cette intersection. Je peux m'engager sans attendre. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc on me dit que je veux tourner à gauche. Et donc, je vais traverser, vous avez vu, là, c'est une voie réservée sur la gauche. Je vais traverser donc une bande cyclable. On voit un cycliste qui arrive en face. Moi, quand je vais traverser sa voie, il sera sur ma droite. Je vais lui couper la trajectoire. Je ne suis pas prioritaire. Je dois le laisser passer. Donc, est-ce que je peux m'engager sans attendre? Non. Réponse B. Ce panneau annonce un passage pour piétons. À hauteur du panneau, réponse A. À 50 mètres, réponse B. À 150 mètres, réponse C. Donc c'est un panneau carré, donc c'est un panneau de position quand c'est carré. Donc ça veut dire que on vous annonce les choses qui sont dessinées
à proximité immédiate du panneau. Si ça avait été mis à l'avance, ça aurait été un panneau triangulaire comme celui-ci qui nous annonce un danger et il est mis à l'avance, donc en fonction de si vous êtes en agglo ou pas. Donc en agglo, 50 mètres avant et hors agglomération, 150 mètres avant. Mais là, c'est un panneau de position, donc c'est à hauteur du panneau. Réponse A. La signalisation annonce une réduction du nombre de voies. Je dois laisser la priorité de passage au bus. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc, en effet, il y a une voie ici et une autre ici, et là-bas, on voit qu'il n'y a plus qu'une seule voie. Le damier, ça veut dire que c'est un endroit où on va traverser une voie réservée. Donc, on a le droit de circuler dessus. Donc, en fait, sa voie réservée, elle continue jusqu'ici, puis après, ça sera une voie commune à tout le monde. Lui vient de ma droite, donc il est prioritaire. Et d'ailleurs, il continue sur sa voie réservée dans cette zone-là. Donc, il est prioritaire. Donc, c'était réponse A. Le transport d'un passager dans la caravane est autorisé si je n'ai plus de place dans la voiture. Oui, réponse A. Non, réponse B. C'est interdit d'avoir des passagers dans une caravane. Ce n'est pas adapté pour ça. Il n'y a pas de siège de sécurité, il n'y a pas de ceinture de sécurité. Et en plus de ça, ça secoue énormément dans une caravane. Ce serait très dangereux. Donc, même si vous n'avez pas de place à l'avant, vous n'êtes pas autorisé à mettre quelqu'un dans une caravane. Il va falloir trouver une autre solution. Donc, c'était réponse B. Je viens de réussir mon examen de conduite. Avec mon permis provisoire, certificat d'examen du permis de conduire valable 4 mois, je peux conduire en France uniquement, réponse A, en Europe uniquement, réponse B, partout, réponse C. Donc vous savez, le certificat d'examen, là, c'est quand vous avez passé votre examen. À l'issue, vous avez la réponse, si c'est favorable ou pas. Et si c'est favorable, ce document-là vous donnera l'autorisation de conduire pendant 4 mois en attendant de recevoir votre vrai permis de conduire. Ce certificat, vous devez pouvoir circuler avec et présenter si besoin en cas de contrôle des forces de l'ordre ce document-là avec une pièce d'identité. Mais attention, ce document provisoire ne vous donne pas l'autorisation de circuler à l'étranger. C'était réponse A. Je dépasse par la droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ici, c'est une voie réservée. Il n'y aurait pas eu de voie réservée. Peut-être que j'aurais eu le droit de dépasser par la droite, à condition que je puisse le faire en toute sécurité. Et là, je peux pas le faire en toute sécurité d'ailleurs, parce que vous avez vu, en plus de ça, il y a un skateboard ou une trottinette, je ne sais pas trop, qui arrive derrière. Donc moi, je risque de lui passer juste devant le nez. En plus de ça, là, c'est une bande cyclable. Vous n'avez pas le droit de circuler dessus. Vous avez le droit uniquement de la traverser. D'ailleurs, vous avez vu ce marquage-là, vous autorise à traverser. Donc, je ne peux pas l'utiliser pour dépasser ce véhicule par la droite, même s'il tourne à gauche. Donc, c'était réponse B. J'utilise la pédale d'embrayage uniquement pour passer les vitesses. Oui, réponse A. Non, réponse B.
La pédale d'embrayage, donc la pédale de gauche, comme ici, vous permet en effet de changer de vitesse, mais ça permet aussi de démarrer en douceur la voiture grâce à votre point de patinage. Donc il faut vous jouer avec la pédale d'embrayage pour que le démarrage se fasse progressivement. Et ça vous permet aussi à l'inverse, quand vous allez vous arrêter et que vous êtes à allure très faible, donc dans les derniers mètres en fait, d'appuyer sur l'embrayage pour éviter de caler. Donc là, c'était réponse B. La signalisation interdit de faire demi-tour, réponse A, de circuler en feu de position seul, réponse B, de rouler à plus de 100 km/h, réponse C, de s'arrêter, réponse D. Ça veut dire que c'est un tunnel de plus de 300 mètres de long. Alors, qu'est-ce qu'il est interdit de faire dans un tunnel de plus de 300 mètres de long? Il est interdit de faire demi-tour. C'est la règle, hein. Vous voyez ce panneau-là, vous savez que c'est interdit de faire demi-tour. Il est interdit de s'arrêter, de stationner en dehors des emplacements d'arrêt d'urgence, et vous devez aussi allumer vos feux de croisement. Donc là, c'était quoi comme réponse? Réponse A, réponse B et réponse D. À l'approche de cette intersection sans visibilité, je klaxonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je fais un appel lumineux. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, là, on voit clairement qu'il y a une bande de stop, hein. Donc, s'il y a une voiture qui arrive à droite, elle va arriver doucement, soit pour s'arrêter au stop, soit elle va griller le stop comme font certains, hein, mais elle sera obligée d'arriver tout doucement pour pouvoir tourner à gauche ou à droite. Dans tous les cas, la voiture devrait arriver normalement doucement. Donc c'est pas nécessaire de klaxonner puisque c'est pas un danger immédiat. Je vous rappelle qu'on a le droit d'utiliser le klaxon en ville que en cas de danger immédiat. Là, ce n'est pas le cas. Est-ce que faire un appel lumineux sera utile? Non, ce n'est pas utile, surtout en plein jour comme ça. Et puis, bon, on voit pas le véhicule, donc comme on voit pas de véhicule, il ne verra pas non plus nos appels de phare. Donc là, c'était réponse B et D. Cette commande permet de régler la hauteur des feux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ne suis pas chargé, la position 0 est le bon réglage. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc là, c'est bien pour régler la hauteur des feux. Alors en fait, comment ça fonctionne? Je vous dessine la route avec la voiture, le devant de la voiture, voilà, le volant. Et là, vous avez les phares, ici. Normalement, un éclairage, il est à peu près horizontal, pour pas éblouir ceux d'en face. Ensuite, si vous êtes chargé, donc je vous redessine la route, les roues, eh bien votre voiture, elle va être un peu plus penchée, parce qu'en règle générale, le poids, il est dans le coffre là. Donc là, les phares, ils vont s'éclairer un petit peu trop vers le haut. Et on risque d'éblouir celui qui arrive en face. Donc, quand vous êtes chargé, il faudra mettre sur 1. Et si vous êtes encore plus chargé, sur 2. Si vous êtes chargé avec des passagers, par exemple, là c'est la totale, il faudra mettre sur 3. Parce que là, si vous êtes sur 3, ça va redescendre un peu la hauteur des feux. Ok? Attention, quand vous n'êtes pas chargé, pensez à revenir sur le point 0. Parce que sinon, quand vous allez revenir en horizontal comme ça, les feux vont se baisser aussi un petit peu. Et puis ça éclairera que quelques mètres devant votre voiture, vous n'y verrez plus grand-chose. Donc pensez à remettre à 0 après. Donc cette commande permet de régler la hauteur des feux. Oui, réponse A. Je ne suis pas chargé, la position 0 et le bon réglage aussi. Donc c'est réponse A et C. Je cède le passage à l'autobus.
Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc on voit le marquage de l'arrêt de bus avec les zébras jaunes ici. Ce bus-là a son clignotant à droite. À partir du moment où il a toujours mis son clignotant à droite ou qu'il a ses feux de détresse, je n'ai pas à lui céder le passage. Donc là, c'était réponse B. J'ajoute du liquide de refroidissement dans l'orifice. A, réponse A. B, réponse B. C, réponse C. Alors, dans le A, on voit bien que ça, c'est le liquide lave-glace avec le petit jet d'eau. Donc là, c'est pas ça. Ensuite, le B, on voit un petit, attention d'ailleurs, danger, avec un thermomètre. Ça, c'est le liquide de refroidissement. Ils mettent un thermomètre, ils mettent attention danger. Pourquoi? Parce qu'il faut surtout pas ne l'ouvrir à chaud, parce que vous risquez de vous brûler. Ou alors, vous savez, c'est un peu, ça risque de comme une cocotte minute quand vous enlevez le petit bouchon, vous avez de la vapeur qui sort, et c'est pareil, vous risquez de vous brûler. Donc ne surtout pas ouvrir à chaud. Et ensuite, ça, c'est le liquide de frein, avec le minimum et le maximum ici. Donc c'est pareil, ils disent que c'est dangereux de faire attention. Pourquoi? Parce que normalement, vous n'êtes pas censé perdre de liquide de frein. Si vous en perdez, c'est soit vos disques sont usés et dans ce cas-là, il va falloir les changer, soit vous avez une perte de liquide de frein. Et là, il ne faut pas rigoler avec ça non plus. Donc il faut aller voir un professionnel. Donc, mais là, c'était la réponse B avec le liquide de refroidissement. Donc réponse B. Ce véhicule est prêt à partir. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il a bien dégagé les vitres. Toutes les vitres d'ailleurs sont bien dégagées, donc il a une bonne visibilité autour de lui. Par contre, il y a un danger, c'est celui-ci. Là, la neige qui est là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Déjà, quand il va chauffer son intérieur de voiture, son habitacle, ça va réchauffer la neige là qui est en surface. Donc, quand il va rouler, la neige va fondre et aura tendance à redescendre sur le pare-brise. Et du coup, si la neige là glisse tout doucement sur le pare-brise, ou en freinant même un peu, ça risque de lui enlever toute la visibilité parce qu'il ne verra plus rien, il aura de la neige à la place. Après, il y a un autre danger, c'est pour les voitures qui sont derrière. Quand il va rouler, vous savez qu'il y a le vent qui va souffler la voiture, il y a la résistance au vent. Et donc le vent va arriver là, dans le tas de neige, et du coup la neige, elle risque de tomber en arrière, sur le véhicule qui est derrière. Je peux vous mettre une petite vidéo si je la retrouve. Je vous mets la petite vidéo dans le coin pour que vous puissiez voir ce qui se passe quand on est derrière et qu'on se tape un gros tas de neige. C'est dangereux. Donc là, c'était réponse B, il n'est pas prêt à partir, il faut enlever tout ce tas de neige. Je risque l'éblouissement au lever du soleil. Oui, réponse A. Non, réponse B. Que ce soit le lever du soleil ou le coucher du soleil, on a un même problème, c'est que la lumière elle est rasante, c'est-à-dire que vraiment c'est au ras de la route, donc même si j'abaisse le pare-soleil, ça ne suffira pas. Donc là c'était réponse A. Ce panneau indique que la vitesse est contrôlée durant toute la traversée du chantier. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, parce qu'il y a beaucoup trop d'accidents au moment des travaux, dans les zones de travaux, ils ont décidé de mettre des radars aussi pendant le chantier, donc dans la longueur du chantier, d'accord? Sur toute la longueur. Donc il peut même y en avoir plusieurs, hein, parce que des fois ça dure plusieurs kilomètres, les zones de chantier. Donc ça peut être à l'approche du chantier, pendant la zone de chantier et même à la fin de la zone de chantier. Donc c'est réponse A. Je circule sur une autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B. La première station-service se situe à une distance de 300 mètres. Réponse C. 27 km. Réponse D. Je circule sur une autoroute. Oui, pourquoi? Parce que là, c'est une aire de repos. Et une aire de repos, quand le panneau est bleu, c'est qu'on est sur l'autoroute. Ça, c'est systématique. Aire de repos en bleu, autoroute. Donc là, vous n'avez aucun doute à avoir là-dessus. Donc ça, c'était réponse A. Ensuite, la première station-service se situe à une distance de 300 mètres ou 27 km. Alors, on nous dit que l'aire de repos de Nîmes-Marguerite se situe dans 300 mètres. Dans 300 mètres, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver une station-service, une cafétéria, et puis les produits régionaux. Donc tout ça, c'est dans 300 mètres. Ici, vous avez des indications sur quand est-ce que sera les prochains. Donc par exemple, là, vous savez que la prochaine station-service, si vous prenez pas celle qui est dans 300 mètres, sera dans 27 km, et ainsi de suite. Donc là, c'était réponse A et C. Pour croiser ce piéton, je respecte un intervalle minimum de 2 mètres, réponse A, 1,50 m, réponse B, 1 mètre, réponse C, 0,50 m, réponse D. Alors, je vous rappelle la règle, quand on est en agglomération, l'écart doit être au minimum de 1 mètre, et quand nous sommes hors agglomération, comme ici, hein, quand on observe là, c'est bien hors agglomération, et quand nous sommes hors agglomération, c'est 1,50 m. Donc là, c'était réponse B. L'éblouissement allonge le temps de réaction. Oui, réponse A. Non, réponse B. Fausse l'évaluation des distances. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, il faut savoir quand même que, en moyenne, après un éblouissement, on va retrouver une vision normale, hein, je vous parle de normale, au bout de 5 secondes. Ça fait quand même beaucoup 5 secondes. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'éblouissement, ça allonge la durée du temps de réaction et ça fausse l'évaluation des distances. Alors, pourquoi ça allonge le temps de réaction? C'est parce qu'on discerne pas bien les choses. Donc, on met du temps, on soupçonne que c'est un danger, mais on n'en est pas sûr encore. Par exemple, on voit quelque chose sur la droite, et puis on réalise assez tard que c'est un chien qui va traverser. Je vous donne un exemple parmi tant d'autres. Hein. Et donc du coup, ça va rallonger votre temps de réaction. Alors qu'est-ce qu'il est bien d'utiliser pour éviter l'éblouissement? N'hésitez pas à utiliser votre pare-soleil, et puis les lunettes de soleil. Et qu'est-ce qu'il faut faire aussi? Ça suffit pas hein, de mettre le pare-soleil et les lunettes de soleil. Il est bien aussi de ralentir. Ça permettra de laisser le temps à vos yeux de s'adapter à la luminosité. Donc là, c'était réponse A et C. En cas d'incident, l'information sera communiquée par les panneaux à messages variables. Oui, réponse A. Non, réponse B. Par la radio. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Donc ce panneau-là, ça veut dire que c'est un long tunnel, un tunnel de plus de 300 mètres de long. Et donc il y a des aménagements qui sont faits pour informer les automobilistes en cas d'incident. Il y a même des équipes qui se relaient 24 heures sur 24 pour assurer votre sécurité. Ça sera informé par le biais de messages variables, par la radio, c'est possible aussi. Donc là, c'est réponse A et C. La distance de sécurité est la distance parcourue pendant le temps de réaction multiplié par 4. Oui, réponse A. Non, réponse B. On considère que la distance de sécurité, c'est la distance qu'on va parcourir pendant le temps de réaction et qu'on va doubler. On va rajouter une seconde de plus par sécurité, justement. Donc, le temps de réaction, lui, c'est la distance qu'on parcourt pendant une seconde. Donc ça, c'est le nombre de mètres qu'on parcourt pendant une seconde. Ok, on va rajouter une deuxième seconde par sécurité. Donc ça fera 2 secondes. Donc, la distance qu'on multiplie par 2. Une seconde plus une seconde, on le multiplie par 2. Donc là, c'est réponse B. Les indices pour prévoir la trajectoire d'un cycliste sont sa position sur la chaussée, oui, réponse A, non, réponse B, l'orientation de son regard, oui, réponse C, non, réponse D. En effet, ça, les deux choses-là, ce sont bien des indices qui permettent de prévoir la trajectoire, mais pas que d'un cycliste, Ça peut être aussi d'une autre voiture, d'un motard, d'une mobilette, d'un piéton. Par expérience, vous savez bien que quand on regarde sur le côté, déjà, on a tendance à dévier. Ou si on regarde sur le côté, c'est peut-être parce qu'on va vouloir y aller. Ensuite, l'inclinaison du vélo ou l'inclinaison des roues sur une voiture, ça va aussi vous permettre d'anticiper et de prévoir ce qu'il va peut-être faire. C'est pas une science exacte, mais ça donne de bons indices. Et ça, c'est pas facile quand on est jeune conducteur à détecter, mais ça va venir, vous inquiétez pas, ça va venir de plus en plus. Donc là, c'était réponse A et C. Cet autocar doit me faciliter le passage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir ici que la route, elle n'est pas large du tout. Il y a un bus, un car qui passe là, ici, et on voit que le croisement, il va être difficile à cause du virage. Alors, la règle générale, c'est que les véhicules encombrants doivent s'arrêter ou se garer pour laisser le passage aux autres véhicules. Mais, attention, il y a une exception. C'est pour les transports en commun, justement, qui sont en agglomération. Donc ça, c'est bien un transport en commun, on voit bien les sièges pour les passagers. On est bien en agglomération avec les différentes maisons qu'on voit autour. Donc là, on fait partie de l'exception. Donc les transports en commun qui sont en agglomération, eh bien ce sont les autres usagers de la route qui doivent leur faciliter le passage. C'est-à-dire que moi, je dois lui faciliter le passage. Donc dans cette situation, qu'est-ce que je fais? Je me serre à droite et je patiente pour lui faciliter le passage de manière à ce qu'il puisse terminer son virage parce qu'il aura une trajectoire où il va prendre un petit peu ma voie. Et là, je dois le laisser terminer. Donc c'était réponse B. Étant impliqué dans un accident matériel, je continue ma route sans m'arrêter. Je commets un délit de fuite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, étant impliqué dans un accident matériel.
Impliqué, ça veut dire que j'ai un rapport direct avec l'accident. Je suis soit en cause, soit j'ai subi l'accident. Est-ce que je continue ma route sans m'arrêter? Surtout pas. Parce que si vous continuez votre route, même si vous estimez qu'il n'y a pas grand-chose, vous commettez un délit de fuite. Même en cas de petit accident matériel, à une petite rayure sur une voiture, si vous partez, vous faites un délit de fuite. Si c'est corporel, c'est encore plus. Et en plus de ça, ça peut être même un délit de fuite aggravé s'il y a une personne qui est blessée et que vous n'assurez pas les secours. Donc, en cas d'accident matériel ou corporel, les deux, tout conducteur impliqué a des obligations et des devoirs auxquels il doit faire face. C'est important, ça c'est le code de la route qui le dit. Donc, dans ce cas-là, je dois m'arrêter. Et si je ne le fais pas, ça sera en effet un délit de fuite. Donc oui, réponse A. Je m'engage immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, je vais m'engager sur une voie rapide qui comporte 2 voies dans mon sens de circulation. Si on regarde dans le rétroviseur, il semble qu'il n'y ait personne sur la gauche. Dans la réalité, il faudra compléter avec votre rétro gauche et votre angle mort en vision directe. Là, il semble qu'il n'y ait personne. J'ai fait à peu près plus de la moitié de ma voie d'insertion. Si vous observez bien, dans votre rétroviseur, là, il y a une grande distance déjà de parcouru et il ne reste plus beaucoup devant. Si je continue à accélérer et à avancer, je vais me retrouver trop près de ce poids lourd-là, ce qui deviendrait dangereux. Les distances de sécurité ne seraient plus bonnes du tout. Donc là, je vais m'engager immédiatement, et si j'ai la possibilité même, je vais peut-être même pouvoir envisager d'effectuer un dépassement avec ce poids lourd. Donc là, c'était réponse A. L'ESP, correcteur électronique de trajectoire, agit de façon significative sur la vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur la trajectoire. Oui, réponse C. Non, réponse D. L'ESP, qu'est-ce que c'est? D'ailleurs, c'est même précisé, vous avez un peu de chance. Des fois, c'est pas toujours noté, donc retenez-le quand même. L'ESP, c'est un équipement qui permet d'éviter les dérapages pour éviter de justement perdre la trajectoire de votre véhicule. Mais ça n'intervient en aucun cas sur la vitesse. Par exemple, quand vous approchez d'un virage, c'est à vous de décider de votre allure et l'ESP n'aura pas d'incidence là-dessus. Donc, c'était réponse B, parce que ça n'agit pas sur la vitesse, mais ça agit sur la trajectoire. Donc B et C. Ma voiture est équipée de feux diurnes. Je dois allumer les feux de croisement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, qu'est-ce que c'est que les feux diurnes, là, justement? Alors, les feux diurnes, c'est aussi appelé les feux de jour, on appelle ça comme ça. Donc, ce sont des feux qui s'allument automatiquement à l'avant de votre véhicule, même quand il fait beau. Ça permet en fait de rendre la voiture plus visible pour les usagers qui arrivent en face, par exemple. Mais attention, les feux diurnes, ça ne remplace pas du tout les feux. Ici, je rentre dans un tunnel, on me dit qu'il y a une obligation d'allumer les feux, donc je dois enclencher mes feux obligatoirement. Donc là, c'était réponse A. Cette conductrice prend des risques. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, l'utilisation d'une oreillette est interdite depuis 2015. Si vous utilisez une oreillette, c'est comme si vous utilisiez le téléphone à volant, vous risquez les mêmes sanctions, donc des points en moins et une amende. Et c'est interdit parce que vous vous mettez en danger et vous mettez en danger les autres, parce que vous avez une attention qui n'est pas à 100% sur la route. Et vous savez bien, hein, dans les statistiques, on retrouve beaucoup l'utilisation de téléphone au volant comme cause d'accident. Donc c'était réponse A. Je viens d'activer l'airbag du siège avant côté passager. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans cette situation, sur le siège avant, je peux transporter un bébé de 7 mois dans un siège dos à la route. Oui, réponse C. Non, réponse D. Si on regarde le sens de la flèche, on voit bien que on est sur la désactivation. C'est éteint, off, éteint. Si on avait avec la clé, on insère la clé de votre voiture ici, et puis on tourne vers on, vous voyez bien, il est interdit dans ce cas-là, si c'est allumé, de mettre un siège enfant dos à la route. Je viens d'activer l'airbag du siège avant côté passager. Alors, là, on l'a pas activé, on l'a désactivé. Donc là, c'était réponse B. Est-ce que dans cette situation, sur le siège avant, je peux transporter un bébé de 7 mois dans un siège dos à la route? Puisqu'il est désactivé, j'ai le droit en effet de le mettre à l'avant. Donc là, c'était réponse B et C. Avant d'entrer dans ce passage étroit, je klaxonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc là, on va aborder un virage qui n'est pas large du tout et qui n'a pas de bonne visibilité du tout non plus, on voit rien. Donc on est en raglo aussi, donc on peut utiliser le klaxon pour prévenir de notre présence. Là, il vaut mieux le faire. Pourquoi? Parce que si vous avancez un petit peu trop, vous allez être bloqué ici, et puis si un autre véhicule qui arrive en face, il n'aura plus la place pour passer. Encore pire si c'est un bus ou un car qui arrive, alors là ça va être la catastrophe. Donc pensez avant de vous engager à klaxonner de manière à ce que de l'autre côté, on vous entende et que le véhicule s'arrête si besoin. Évidemment, on va ralentir pour avoir le temps de s'arrêter au bon endroit et ne pas gêner la circulation si on découvre qu'il y a un véhicule qui arrive en face. Donc là, c'était réponse A et C. Les personnes âgées de plus de 65 ans constituent plus de la moitié de la mortalité piétonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Eh oui, c'est vrai. Alors il y a deux catégories de piétons qui sont très vulnérables. Il y a les jeunes enfants, qui sont nombreux à être blessés, mais il y a surtout les personnes âgées de plus de 65 ans, qui elles représentent un peu plus de 50% de la mortalité piétonne. Et puis vous avez un chiffre à retenir aussi, ça c'est en dehors de cette question-là, mais je vous la donne comme ça, n'oubliez pas de la noter. Vous avez à peu près 20% des personnes tuées sur les routes françaises qui sont des piétons. Donc les piétons représentent 20% des personnes tuées. Donc ça c'était le petit aparté. Donc là la réponse c'était oui, puisque ça représente un peu plus de 50%. Donc réponse A. Ce poids lourd peut circuler sur la voie de gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je place le pied face au frein. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Là, on voit qu'on est sur un axe rapide. Ensuite, on a même une confirmation, hein. C'est une route à 2 chaussées séparées par un terre-plein central, avec une ligne blanche. Enfin, il y a plein d'indices. La ligne continue, là, il y a plein d'indices qui nous disent que nous sommes en sens unique sur cet axe-là. Donc, on est sur un axe rapide. La règle est que les poids lourds ont le droit d'utiliser la deuxième voie s'il n'y a que 2 voies de circulation. Par contre, à partir de la troisième voie de circulation, là, le poids lourd ne peut utiliser que les 2 voies plus à droite. Il ne peut pas utiliser la troisième voie de circulation. Donc ici, est-ce qu'il peut circuler sur la voie de gauche? Oui, il a le droit de le faire. Est-ce que je place le pied face au frein? Alors, là, le poids lourd a mis un clignotant à gauche, ce qui veut dire qu'il a l'intention de dépasser. Il a le droit aussi de dépasser par rapport au marquage au sol, hein, qui est une ligne de dissuasion de sortie. Ça veut dire que je n'ai pas le droit de dépasser pour sortir ensuite à la sortie qui est annoncée juste là. Donc là, le marquage au sol l'autorise à dépasser. Moi, je suis sur la voie de gauche, je suis prioritaire parce que je suis déjà dans ma voie. Lui, il change de voie, il n'est pas prioritaire. Donc normalement, il n'a pas à passer. Mais il a déjà mis son clignotant à gauche. Alors, est-ce qu'il l'a mis un peu trop tôt ou pas? On ne sait pas. Est-ce qu'il a l'intention de nous couper le nez ou pas? On ne sait pas. Donc là, par sécurité, on va placer le pied au-dessus du frein. Donc là, c'était réponse A et C. Je freine? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, qu'est-ce qu'on m'annonce? On m'annonce qu'il va y avoir un contrôle de radar automatique. D'accord? Bon, tant que je respecte ma limitation de vitesse, je n'ai pas, moi, à freiner inutilement. D'accord? Ensuite, devant, dans ma voie, il n'y a rien de particulier. J'ai pas un véhicule qui est trop près. J'ai bien mes 2 bandes d'arrêt d'urgence. Donc, mes distances de sécurité sont bonnes. On me dit que je suis limitée à 110 km/h parce qu'il y a une succession de virages, d'accord? Donc je regarde mon allure et je suis à 100 km/h. Donc je respecte bien l'allure qui est préconisée pour pouvoir bien gérer la trajectoire de ma voiture et donc ne pas perdre la maîtrise de ma voiture. Donc si je suis à 100 km/h, normalement je n'ai aucun problème pour passer ce virage-là. D'accord? Donc je n'ai ni besoin de ralentir, ni besoin de freiner. Donc c'était non aux deux, réponse B et D. Il pleut très fort, je peux circuler. En feu de position, réponse A. En feu de croisement, réponse B. En feu de route, réponse C. Donc, je vais aller assez rapidement parce que j'avais fait tout un tas de questions sur tout ce qui était feu, que ce soit la nuit ou le jour dans les mauvaises conditions météorologiques. Donc, n'hésitez pas à aller sur ma page YouTube et d'aller dans toutes les vidéos qui ont été déjà faites pour choisir justement cette vidéo-là. Les feux de position, en fait, on ne les utilise pas de jour, on les utilise de nuit quand on est uniquement en agglomération éclairée. Là, c'est pas le cas. Quand il y a une mauvaise météo, on doit utiliser les feux de croisement. Les feux de route, on ne les utilise pas quand il y a une mauvaise météo non plus. On les utilise uniquement quand il y a une bonne météo, personne en face, évidemment qu'il fait nuit, hein, et puis pas de lampadaire allumé. Donc là, c'est pas le cas. Donc j'utilise mes feux de croisement. C'était réponse B. En retard pour déposer les enfants à l'école, je peux m'arrêter ici en mettant les feux de détresse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc vous êtes sur la chaussée
et vous bloquez les véhicules qui sont déjà en stationnement sur le côté. Le stationnement en double file, c'est interdit. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller un petit peu plus loin pour chercher une place de stationnement. Donc c'était réponse B. Je me suis trompée de direction. Je peux revenir dans la voie de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ça s'appelle une voie de stockage, ça. Alors, vous savez pourquoi ça a été créé, une voie de stockage? Parce qu'avant, il y avait beaucoup trop d'accidents. Avant, ça a été configuré comme ça, une intersection, quand vous étiez souvent hors agglomération, même en agglomération. Hein. Donc, vous aviez la ligne, là, et puis les gens étaient obligés de ralentir. Si quelqu'un arrive en face, il laisse passer ceux d'en face. Et puis, quand il n'y a plus personne, là, ils peuvent tourner. Alors du coup, il devait soit rouler très 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 lentement quand il y avait en face pour laisser passer celui d'en face, ou voire même s'arrêter. Et quand on roulait à 90 km/h, parce qu'avant c'était 90 partout, hein, il y avait forcément une énorme différence de vitesse entre celui qui arrêtait et celui qui arrive derrière à toute zingue. Et donc là, ça provoquait des accidents. Donc ils ont prévu les voies de stockage où c'est justement, le but c'est de ralentir dedans et de pouvoir s'arrêter dans cette zone-là en attendant que le véhicule arrive en face pour pouvoir ensuite tourner. C'est pour ça que la réglementation dit qu'une fois que je suis dedans, je n'en ressors plus. D'accord? Je peux l'utiliser uniquement pour tourner, même pas pour dépasser d'ailleurs. Je peux l'utiliser uniquement pour tourner. J'insiste un peu parce que des fois vous avez des questions de code aussi qui sont dans le même sens que ça. Et une fois que je suis dedans, je ne peux plus en ressortir. Même si je me suis trompée de direction, c'est pas grave, je tourne et je trouverai bien une autre solution pour pouvoir reprendre ma route que je devais prendre au départ. En plus de ça, vous avez vu qu'est-ce qui se passe dans le rétroviseur? Il y a un véhicule. Donc si moi je rechange de voie, là c'est l'accident assuré, parce qu'il arrive beaucoup plus vite que moi. Donc c'était réponse B. La nuit n'est pas encore totalement tombée. C'est le crépuscule. Je peux circuler sans feu, réponse A. Avec les feux de position seuls, réponse B. Avec les feux de croisement, réponse C. C'est le crépuscule, mais il n'y a pas de feu d'allumé non plus. On voit pas de lampadaire d'allumé ici. Vous voyez, on voit un poteau ici et il n'y a pas de lampadaire d'allumé ici. Ce poteau-là non plus n'est pas allumé. Donc, quand on est soit dans le crépuscule ou de nuit et qu'on est en agglomération, on doit mettre nos feux de croisement. On aura le choix de mettre les feux de position seuls que si on est en agglomération éclairée. Et là, c'est pas le cas. D'ailleurs, je vous conseille pas de les mettre, mais c'est la réglementation. En agglo éclairé, vous avez le droit de circuler soit en feu de position, soit en feu de croisement. Là, l'agglo n'est pas éclairé, mais on a un manque de visibilité, de luminosité. Dans ce cas-là, on enclenche nos feux de croisement. Réponse C. Je dois m'arrêter au feu. Si je tourne à droite, oui, réponse A, non, réponse B. Si je continue tout droit, oui, réponse C, non, réponse D. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ici, on a deux feux rouges. Mais les feux rouges, c'est pour la voie de bus et puis pour ceux aussi qui veulent continuer tout droit ici et là. D'accord? Donc, moi, si je continue tout droit, évidemment, je dois respecter les feux rouges. Ensuite, si je tourne à droite, est-ce que je dois respecter les feux rouges? Alors, la ligne d'effet du feu, on peut l'imaginer, elle est ici, entre les deux feux, et donc ça va agir pour l'intersection qui est après. Je vais tourner avant le feu rouge, donc ces feux rouges-là ne me concernent pas. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce que je vais avoir? Peut-être que je n'aurai pas de feu, ou peut-être qu'il y aura un feu, et s'il y a un feu, peut-être qu'il sera vert, peut-être qu'il sera orange, peut-être qu'il sera rouge. On ne sait pas encore parce que pour l'instant, on n'a pas la visibilité suffisante. Donc, est-ce que je dois m'arrêter au feu?
Ben non, je suis pas obligée, je ne sais pas ce qui va m'attendre à droite. Donc, je dois m'arrêter au feu si je tourne à droite, non, puisque je ne sais pas encore ce que j'aurai. Et si je vais tout droit, oui, je dois m'arrêter dans ce cas-là. Donc, c'était B et C.